Welcome everyone to this webinar on Manitou College's printing activities. I am Marie-Hélène Janotte. I am a postdoctoral fellow at Queen's University in Kingston, Ontario, Canada. And I am the organizer of this event. First of all, I would like to thank the BSA, the event committee, and especially Erin McGirl, who helped me very much to organize this event. Before we start, I want to go over some technical information that will be important to this webinar's delivery. First, the talk will be in French with English subtitles available. You can activate the English subtitles by pressing the CC button on your YouTube video control panel. The talk will be followed by a Q&A session on Zoom. So at the end of the talk, we ask you to switch to Zoom using the link provided by email. And this is where you will be able to ask questions in the chat. So please feel free to ask your questions in English or in French during this Q&A session. I am very pleased to introduce the three participants today. Emmanuel Dufour, PhD in Art Education. Edith Anne Pajot, Professor in Art History at Université du Québec à Montréal. And Christine Sioui Wawanoloat, from the Abenaki Nation, artist, illustrator, writer, and former student of Manitou College. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est d'offrir une présentation générale du contexte et des réalisations de l'imprimerie du Collège Manitou qui s'appelle Thunderbird Press. C'est une imprimerie qui a tenu ses activités de 1973 à 1976 au Collège Manitou, à la Macasa, au Québec, au Canada. Donc, on souhaite vous présenter ses publications, son mandat, sa culture artistique, notamment avec le témoignage d'une ancienne élève et d'une ancienne employée de l'imprimerie, Christine Sioui Wawanoloat. Donc, c'est à vous, Christine, que j'adresse ma première question. Qu'est-ce que c'est le Collège Manitou? Le Collège Manitou, c'était un collège qui avait été créé spécifiquement pour les Autochtones, avec des programmes annuels et des programmes d'été aussi. Donc, c'était le rêve des fondateurs de créer un collège pour les Autochtones. Pas seulement du Québec, pour le Canada en général, et il y avait même des étudiants qui venaient des États-Unis. Donc, c'était un rêve très ambitieux qui malheureusement a pris fin très, très subitement. C'était un lieu au nord de Montréal, assez loin de Montréal en fait, et qui représentait un lieu de rassemblement important des Autochtones d'Amérique du Nord, de partout en Amérique du Nord. Et donc, pour comprendre un peu plus le contexte, donc le contexte politique, le contexte social du Collège Manitou et de son imprimerie, j'aimerais demander à Emmanuel Dufour. Donc, vous connaissez très bien l'histoire du Collège Manitou. Vous avez entre autres écrit un article très fouillé sur la question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Collège Manitou en tant que première institution d'enseignement supérieur autochtone au Québec? Dans quel contexte politique ou dans quel contexte en général a été créé le Collège Manitou? Avec quel objectif a-t-il été créé et par qui? Oui, bien, tout d'abord, je pense qu'il faut se transporter dans le climat politique de l'époque. Donc, la fin des années 60, le début des années 70 sont marqués par des mouvements indépendantistes et coloniaux sur la scène internationale en général. Et donc, les États-Unis et le Canada ne font pas exception à cette règle-là. Et donc, on assiste à l'essor de mouvements d'affirmation et de revendications autochtones, autonomistes, associés notamment à la prise en charge de l'éducation. Par exemple, on n'a qu'à penser à la création du Navajo Community College, qui est maintenant le Diné College en 1968, qui a initié le mouvement des Tribal Colleges and Universities. Pardon mon accent.
Du côté du Canada, si on y va de façon plus locale, considérant que les tentatives en matière d'éducation autochtone s'étaient jusqu'alors révélées infructueuses, il y a l'Université de Saskatchewan qui va créer le Indian and Northern Education Program en 1961. Et l'idée, c'est un peu de renverser la posture depuis finalement la stratégie intégrationniste, assimilationniste, vers la promotion et le renforcement culturel au service de la réussite et de la persévérance scolaire. Il y a aussi différents documents, des rapports qui sont publiés à la même époque qui vont dans le même sens. Il y a le rapport Hawthorne-Tremblay qui est publié en 1967, suite à la demande d'enquête du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, qui était à l'époque en charge des dossiers des Premières Nations et Autochtones et Inuits, assez ironiquement. Et donc, il en arrive à un état de situation assez alarmant et qui propose une soixantaine de recommandations qui insistent notamment sur l'importance de valoriser les cultures autochtones au sein de l'éducation. Au même moment, en 1972, il y a la publication de la maîtrise indienne de l'éducation indienne par la Fraternité des Indiens du Canada, qui va devenir l'Assemblée des Premières Nations en 1982. Et c'est un accord de principe qui en appelle principalement, comme le titre l'indique, à la réappropriation des instances administratives de la question identitaire et culturelle à travers l'éducation. C'est un accord de principe qui a été d'ailleurs reconnu par le ministère des Affaires indiennes, dont le ministre des Affaires indiennes, Jean Chrétien, à l'époque, et qui a eu l'effet d'officialiser le processus entamé au Québec depuis la nomination en 70 d'Aurélien Gill, qui était le premier directeur Innu de l'éducation régionale de l'histoire du ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada, et qui va permettre en fait la mise en place d'un financement des centres d'éducation culturelle et dont qui a financé Manitou, et Manitou étant pas mal le centre d'éducation culturelle le plus ambitieux qui a été financé par ce projet-là. Et encore là, si on va un peu sous forme d'un entonnoir là, pour encore plus localement, en 1971, on a à l'Université McGill un groupe d'étudiants et de professeurs, des étudiants autochtones, des professeurs, des membres des universités et des collèges, principalement de la Ville de Montréal et de Québec, principalement anglophones, qui vont créer le Intertribal Council of Native Students, qui par la suite va créer le Native North American Studies Institute, ou l'Institut des études des aborigènes d'Amérique du Nord, en collaboration avec l'Association des Indiens du Québec. Alors, on vise à offrir aux jeunes autochtones une éducation culturelle capable de favoriser l'émergence d'une fierté identitaire à l'intérieur des communautés, mais également en contexte urbain. Donc, on souhaite offrir des programmes de formation pour les étudiants autochtones, des cours de création de matériel pédagogique, et ça commence, il y a quelques initiatives qui se font dans ce sens-là. Et il y a également un programme qui est initié à McGill, qui est un petit peu inspiré du modèle de l'INEP, justement, un programme de formation des maîtres assistants autochtones qui fut par la suite transféré à l'Université du Québec à Chicoutimi. Même à la même année, donc en 1972, l'Institut, le Native North American Studies Institute, il va recevoir la première subvention justement des fonds que je mentionnais un peu plus tôt, donc des fonds d'éducation culturelle, pour la création de la première institution d'enseignement postsecondaire autochtone au Canada, inspirée du modèle du Navajo Community College, dont on parlait tout à l'heure, et de l'INEP. Donc, c'est conçu spécialement pour la formation des étudiants autochtones. Et le directeur de l'Institut, William Craig, devient le premier des 3 directeurs qui vont se succéder à Manitou. Manitou administré également par un conseil de gouverneurs. Et en fait, peut-être de spécifier, entre 72 et 73, l'Institut souhaite se délocaliser des centres urbains pour aplanir un peu les défis adaptatifs et obtiennent officiellement les droits d'occupation d'une base militaire qui était désaffectée depuis plusieurs années, une grosse base militaire, la Beaumark Missile à la Macasa. Et donc, c'est des installations gigantesques, là, estimées à 60 millions, près de 60 millions, qui sont donc les droits d'utilisation ou d'installation sont transmises par le concours du ministère des Affaires indiennes pour $1 et ainsi créer. Et c'est des installations immenses. Donc, on voit ici, c'est une vue aérienne de la base militaire, donc avant que ça devienne le collège Manitou. Mais c'est essentiellement les mêmes installations qu'on retrouvera sur le campus Manitou, avec entre autres des maisons pour les étudiants et leurs familles,
Qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur ce campus-là? Pouvez-vous nous en parler un peu? Il y avait une grande cafétéria. Il y avait les baraques qu'on voit, elles sont au milieu à peu près. Et puis, je pense que l'imprimerie était le grand édifice qu'on voit près, pas loin des baraques. Le gros édifice, je pense que c'était là. Oui. Parce que là, j'essayais de voir où on entrait. Je pense que la route principale. Moi, j'habitais une de ces maisons dans le complexe vers le bas, vers la droite. Oui, donc je vais mettre un autre plan qui a été dessiné par Emmanuel Dufour. L'imprimerie, justement, se situe au numéro 11, donc au milieu du campus. Effectivement, c'était le quartier général de la base militaire lorsque c'était une base militaire. Et on voit donc l'immensité du campus, tout ce qu'on y retrouvait. Donc, on a la liste ici, un gymnase, un théâtre, un casse-croûte, mais il y avait aussi... et là, c'est encore des images de la base militaire avant que ça devienne le collège, mais il y avait même un, une patinoire pour le curling, il y avait une allée de quilles, et il y avait aussi une imprimerie, donc, qui était, si je ne me trompe pas, donc selon ce que je peux comprendre, l'imprimerie était déjà sur place sur la base militaire et donc devenu, on fait partie des installations du Collège Manitou quand il est devenu le Collège Manitou. Et c'est à partir de là, finalement, que Thunderbird Press est devenu les presses du Collège Manitou, les presses Thunderbird Press. Emmanuel, dans ton historique, on sent bien toutes les ramifications politiques, en fait, derrière la création de Manitou. Est-ce qu'on peut voir aussi un effet dans la création du Collège Manitou, puis cette volonté-là d'autochtoniser l'éducation, finalement, un effet du militantisme autochtone du début des années 70 au Canada, en réponse, entre autres, au Livre blanc, ou je ne sais pas si peut-être Christine ou Edith Anne voulaient répondre aussi. Mais on sent, n'est-ce pas, dans ces années-là, un militantisme politique autochtone inédit au Canada. Oui, tout à fait. Puis au Canada, aux États-Unis, et de façon, comme je vous expliquais, c'est quand même un mouvement qui est assez important. Peut-être pour mettre en lumière qu'est-ce que les livres blancs, c'était en fait une proposition du gouvernement de l'époque qui visait un peu à aplanir, en fait, sans se lancer dans les détails, qui visait à éliminer le titre indien, mais sans solution de rechange. Donc, finalement, selon un faux principe d'égalitarisme, donc de dire, c'est comme si on remet les pendules à zéro, on recommence, on est tous Canadiens. Fait qu'évidemment, il y a eu une grande réaction. Donc, il y a eu le livre rouge qui a été publié par la suite. Il y a eu beaucoup de soulèvements parce qu'évidemment, c'était comme d'aplanir finalement toute l'histoire coloniale derrière, tous les droits inhérents à la Constitution. Donc, ça n'a pas été, évidemment, ça n'a pas passé. Mais oui, et je pense que l'idée était aussi que avant la colonisation, évidemment, les différentes communautés, les différentes nations qui bougeaient sur le territoire, certaines bougeaient plus que d'autres, mais il y avait quand même un contact, il y avait quand même un lien à travers les mouvements. Et suite à la sédentarisation forcée, évidemment, les canaux de communication ou d'échange ou de rencontres ont été vraiment restreints. Donc, l'idée aussi, c'était que la jeunesse puisse se rencontrer, se connaître et se reconnaître et donc de se rendre compte que finalement, l'histoire coloniale et ses legs et ses stigmates étaient partagés par plusieurs d'autres nations sur le territoire et finalement qu'ils puissent observer ensemble leurs propres enjeux, leur propre histoire, leur propre culture, tout en étant différentes les unes des autres, mais dans un processus un peu d'identification puis de différenciation, pouvoir discuter des choses qui les concernaient, ce qui n'était pas le cas dans l'éducation qui était prodiguée ailleurs. Puis si je peux compléter sur le livre blanc, qui est quand même, et en fait le livre rouge, qui est une réaction au livre blanc, qui est un moment phare, je dirais, et très mobilisateur de l'époque. Hein. Le livre blanc, comme tu le disais, Emmanuel, c'est la politique indienne qui a été proposée par l'administration Trudeau, le père, Pierre Elliott Trudeau, le père du premier ministre actuel du Canada.
Donc, en réaction un peu au rapport Aitken-Tremblay que tu évoquais en introduction, ce rapport qui faisait état des inégalités profondes, de la discrimination sur tous les plans de vie des Autochtones au Canada. Donc, en réaction à ce rapport-là, et aussi dans ce projet de multiculturalisme qui était celui de l'administration Trudeau, on veut promulguer, mais ça ne passera pas, ça va être rapidement décrié par plusieurs chefs autochtones d'Est en Ouest du Canada. Mais ce fameux projet de livre blanc visait justement à éliminer le statut d'Indien de la loi sur les Indiens, progressivement jusqu'à éliminer la loi elle-même. On comprendra que, Harold Cardinal, notamment, va réagir fortement et plusieurs chefs aussi, et ils vont produire le Red Book, le livre rouge, et en accusant justement le gouvernement canadien de vouloir se dédouaner de ses responsabilités séculaires en vertu des traités qui avaient été signés plusieurs années auparavant. Donc, c'est une politique qui ne passera pas. Et mais c'est en même temps, ce moment-là, suscite de critiques vives, suscite lire des chefs, des leaders autochtones. Donc, ça va devenir un moment phare des années 60 qui va mobiliser la jeunesse autochtone aussi. Mais il n'y a pas seulement ce moment-là, il y a Expo 67 aussi, ou Expo 67 à Montréal, exposition universelle, où il va y avoir un pavillon on appelait le pavillon des Indiens, mais dont l'organisation avait été confiée aux Autochtones eux-mêmes. Et donc, ça va être un moment fort de rassemblement, non seulement des élites, des leaders autochtones, mais aussi des artistes. Ça va être une occasion de mentorat pour les artistes et pour les jeunes. Donc, les années 60 sont vraiment marquées de moments forts. On pense aussi à tout le mouvement Red Power Movement aux États-Unis, mais qui aussi déborde sur la frontière canadienne. On pense aussi à l'occupation d'Alcatraz à la fin des années 60. Donc, à la fin des années 60, il y a une série de mouvements qui s'avèrent fédératrices et mobilisatrices pour la jeunesse étudiante. Et donc, au Collège Manitou, à cette jeunesse étudiante-là, quel programme on leur offre? Quels sont les premiers programmes, Emmanuel, qui sont créés au Collège Manitou pour répondre aux besoins de cette jeunesse autochtone qui est de plus en plus mobilisée? Peut-être de façon résumée, là, en 1975, le campus de la Macasa hébergeait donc les deux programmes de sciences humaines et d'art communication, ou les deux cohortes finalement, anglophones et francophones. Il y avait le programme de formation des maîtres de l'UQAC. Il y avait le programme d'enseignement des langues autochtones, le programme articulé autour de la production de matériel pédagogique dans les écoles primaires et secondaires du secondaire, des cours ponctuels comme les cours d'écriture syllabique du ministère, puis certains autres séminaires thématiques ou des services de soutien aux communautés pour répondre aux besoins ponctuels. Donc, beaucoup, et ce qu'on n'a peut-être pas dit, qui est important, je pense aussi, par rapport à quand on parle des installations puis des coûts dont on pourra parler un peu plus tard, c'est que les familles des étudiants étaient aussi, et du personnel habitaient également sur les lieux. Donc, on avait vraiment recréé à travers ces installations-là un sentiment de communauté, donc à travers toutes les installations, mais aussi la présence des parents, des enfants, de la famille. Donc, je pense que c'est quand même un point vraiment important par rapport au modèle de Manitou. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on voit, c'est vraiment une ambition dans les programmes offerts, dans les cours offerts, dans l'importance qu'on veut que ça donne pour toute la jeunesse autochtone. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de l'imprimerie elle-même et de ses réalisations. Donc, l'imprimerie Manitou, je pense qu'il faut dire d'abord et avant tout que c'est une imprimerie qui est au service des Autochtones. Et la responsable de l'imprimerie, Monique Sioui, c'était votre sœur, Christine. Oui. Donc, Monique Sioui, c'était la responsable de l'imprimerie. Elle avait défini des priorités pour l'imprimerie. Donc, tout d'abord, le Collège Manitou, on répondait aux demandes du Collège Manitou, ensuite des organismes autochtones, ensuite des réserves, et après toutes les autres commandes qui pourraient arriver à l'imprimerie. Parce qu'on n'est pas devant un éditeur, on est vraiment devant un imprimeur, mais on a un imprimeur qui, par moment, occupe un peu les fonctions de l'éditeur dans la sélection qu'il fait de ce qu'il va imprimer, de ce qu'il va publier. Donc, pas tellement la sélection des textes, mais vraiment la sélection des demandes ou la sélection des clients. Finalement, ce qui fait en sorte qu'on a un catalogue, on a une série de publications qui ont une orientation thématique très claire, une orientation thématique très forte sur tout ce qui concerne, entre autres, l'éducation autochtone et le savoir ou les connaissances autochtones.
parlais d'ambition tout à l'heure, puis dans ce que Monique Sioui dit, entre autres dans une entrevue qu'elle donne en 1975, ça dénote une certaine ambition quand même. Elle projette de faire une tournée des réserves, par exemple, pour faire connaître les services de l'imprimerie, parce qu'elle souhaite vraiment que cette imprimerie devienne au service des communautés autochtones. Elle est aussi allée en 1973 à Oklahoma dans une conférence des Nations autochtones américaines pour montrer ce qu'ils font, montrer ce qu'ils réalisaient pour obtenir des nouveaux clients de cette façon-là. Donc, ce que je disais, il y a vraiment un catalogue avec une orientation thématique très claire, très visible, avec principalement quelques types de publications, donc entre autres des publications qui émanent directement du Collège Manitou, soit comme ce qu'on voit maintenant, des dépliants ou des brochures publicitaires du Collège Manitou qui décrit des programmes et qui incite les futurs étudiants à s'inscrire, ou encore du matériel pédagogique préparé par les étudiants qui suivent, par exemple, les programmes de développement de matériel didactique ou de matériel pédagogique pour les élèves du primaire. Les domaines couverts sont assez variés, donc on voit ici un livre destiné aux enfants du primaire sur les chants et les danses indiens et esquimaux. Donc, c'est vraiment un vocabulaire qu'on n'utilise plus maintenant, mais c'était le vocabulaire des années 70, donc avec des images, avec des pas de danse, par exemple. Donc, ça, c'est le volet. Les recherches préliminaires que j'ai faites sur le catalogue montrent que c'est le volet le plus développé. C'est tout le matériel pédagogique, le matériel didactique, principalement pour les élèves du primaire. Donc, ici, on a tiré du livre Artisanat des idées d'activités à faire avec les enfants et toujours dans l'idée de répondre aux besoins de préparer du matériel pédagogique près de l'identité culturelle des élèves, donc qui répond donc à leur culture, à ce qu'ils sont, et non toujours ce que, par exemple, le ministère de l'Éducation du Québec peut proposer. L'illustration occupe vraiment une très grande place dans les ouvrages de Thunderbird Press, que ce soit en couverture, que ce soit à l'intérieur des livres. L'illustration est omniprésente. Et donc, vous-même, Christine, vous étiez illustratrice. Ça a été votre premier travail, si je ne me trompe pas, au Collège Manitou. Oui, c'était un travail d'été. Oui. On était 3 illustratrices. Il y avait Georgette Obomsawin, Wita Phillips et puis moi. Et donc, c'était le premier été. Je pense que le collège était ouvert et j'avais eu cet emploi d'étudiante. Et donc, on vous passait des commandes. Pourriez-vous illustrer tel livre, Oui. telle image, ou est-ce qu'on vous demandait des images précises? Non, c'était très libre. On nous donnait un texte. Par exemple, ici, j'ai un petit livre que j'ai illustré. On nous donnait le texte et puis on se débrouillait pour faire les illustrations sur le texte. Mm-hmm. Donc, 3 personnes, Rita Phillips, Georgette Obomsawin et vous-même, Christine Sioui Wawanoloat. Oui. Et bon, ce qu'on voit, moi, ce que j'ai trouvé, c'est principalement une impression noir et blanc, parfois avec du papier de couleur. Et les formats, c'est assez standard. Hein, en général, c'est des feuillets pliés, encartés, brochés. Donc, ils donnent du format 8,5 par 11, sauf exception, on en vient à ça. Plus rarement, des feuillets pliés, collés. Donc, vraiment, en général, des feuillets encartés et brochés. Et de petits ouvrages. En général, on est autour de 15 à 30 pages parce que ça s'adresse souvent aux élèves du primaire, donc aux enfants. On a des livres en anglais, des livres en français, en langue autochtone aussi, comme ici, vous avez un exemple. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a plusieurs indices qui nous montrent que ces livres-là n'étaient pas destinés à circuler dans le réseau du livre au Québec, par exemple, n'étaient pas destinés au marché du livre québécois. Pas du tout. On voit que ce sont des publications qui étaient davantage destinées à l'interne, soit pour des communautés précises ou encore pour le Collège Manitou lui-même. Donc, le travail de diffusion, c'était pas vraiment quelque chose qui préoccupait, j'ai l'impression, Thunderbird Press, puisqu'on visait davantage à produire du matériel qui serait utile aux Autochtones d'abord et avant tout. Et ça explique
que ces ouvrages n'ont pas, par exemple, de numéro d'ISBN, n'ont pas toujours toute la nomenclature qu'on a d'habitude pour le catalogage. Parfois, donc je disais qu'il y avait des commandes qui étaient faites des réserves. Donc ici, on a la revue Kanata qui était produite à Wendake, mais qui était imprimée à Thunderbird Press. Il y a aussi une brochure pour le musée des Abénaquis à Odanak qui a été imprimée à Thunderbird Press, par exemple. Donc, du matériel pédagogique, des demandes, des réserves, principalement, c'est ce qu'on retrouve. L'imprimerie a joué un grand rôle dans le développement des programmes en éducation au Collège Manitou, mais pas seulement. On voit que l'illustration occupe une grande place. Et là, je m'adresse à vous, Edith Anne. Donc, vous, dans le cadre de vos recherches, donc vous avez un livre en préparation, vous avez un site web également sur votre projet de recherche qu'on voit présentement à l'écran. Donc, vous vous intéressez à cette culture artistique au Collège Manitou. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'illustration, les illustrations qu'on retrouve dans les livres chez Manitou, sur l'importance de la culture artistique au Collège Manitou en général ou à l'imprimerie en particulier? Oui, merci. D'abord, j'aimerais mentionner que la personne qui a fait le graphisme pour le site web, c'est Christine. Alors, le très beau dessin qu'on voit à l'écran, c'est Christine qui l'a réalisé. Oui, la culture artistique au Collège Manitou, vous évoquiez tantôt, je crois que c'est Emmanuel ou vous, je ne sais plus, le rôle de Domingo Cisneros. Bon, il n'est pas le seul, mais Domingo, je vais le présenter un petit peu parce que je pense que ça doit être mis en contexte. Domingo Cisneros, c'est un artiste canadien d'origine tépéouane et mexicaine qui est arrivé au Canada, au Québec, en fait, en 1968, donc quelques années avant l'ouverture du collège. Donc, c'est une intellectuelle de gauche, inspirée des écrits de José Revueltas, ça vous donne un petit peu le ton de la personne, farouchement opposée aux valeurs bourgeoises, à la recherche citadine, à l'autoritarisme. Enfin, finalement, il fuit donc le Mexique dans un climat à la fin des années 60 assez difficile, comme vous vous en souviendrez. Et donc, quand il arrive ici en 68, il ouvre une librairie de gauche au Ho Chi Minh à Montréal. Et quelques années plus tard, il rencontre Morley Loon. Alors, Morley Loon, il était embauché au Collège Manitou à titre de technicien en audiovisuel. Donc, il travaillait notamment à l'imprimerie. Et donc, Domingo entend parler du Collège Manitou par Morley Loon. Alors, Morley, c'était chanteur, photographe, musicien, et comme je vous disais, il travaillait au collège lui-même. Donc, Cisneros est embauché en 1974 comme professeur d'art. Et on va lui confier, peu longtemps après, la direction des programmes des arts et communications, le département, en fait. Louise Lahache va lui succéder. Et pendant cette période-là, donc, il va jouer quand même un rôle important dans la mise sur pied des programmes artistiques. Il va donc collaborer avec Wenda West, avec d'autres professeurs et directeurs académiques du collège à la mise sur pied des programmes d'art. Mais il faut bien comprendre que les programmes d'art que Domingo met sur pied et qu'il dirige, ce sont des programmes d'art qui sont beaucoup inspirés de son travail, de son nomadisme quand il était au Mexique et en Amérique du Sud. Donc, comme la Macasa, c'est situé en forêt, pour ceux et celles qui sont déjà allés dans les Laurentides, là au nord de Montréal, peut-être les gens qui sont allés au Mont-Tremblant, c'est pas très, très loin de la Macasa. Alors, on est vraiment dans la forêt boréale, loin des grandes villes. Et Domingo va mettre sur pied des cours en art tout à fait originaux qui prévoient l'exploration des ressources naturelles de la forêt boréale. Donc, l'étude de matériaux naturels comme les ossements. Par exemple, il va ramasser les déchets, les résidus de la chasse laissés par les chasseurs, les carcasses d'animaux. Et il va donc apprendre avec ses étudiants à mettre au point des techniques de conservation, des vernis. Et il va travailler à partir donc autant des ossements que des végétaux, que des détritus de l'exploration forestière de la forêt boréale. Donc, vraiment, son programme est en grande partie basé sur l'exploration de ces ressources naturelles. Parallèlement, il va mettre sur pied, en invitant des aînés de différentes communautés autochtones avoisinantes, donc un programme d'ateliers pour l'apprentissage des diverses techniques traditionnelles autochtones. Et il va y avoir un autre volet à cette culture artistique, c'est vraiment le développement d'une démarche conceptuelle en art contemporain. Donc, il y a comme 3 volets à cette éducation artistique.
Pour faire le lien maintenant entre Domingo et l'imprimerie, vous aviez raison d'évoquer le fait qu'il y a plusieurs illustrations. Ça fait vraiment partie du travail d'édition des Thunderpressed. Cependant, les illustrations ne font pas partie du programme d'art en soi. Ce qu'on voit, en fait, c'est que l'imprimerie et la maison d'édition, parce qu'il faut bien le dire, ce n'est pas seulement une imprimerie, c'est une maison d'édition, Thunderbird Press, elle est mise au service de tout le collège, tous les départements, pas seulement le département des arts, bien sûr. On produit des affiches pour les événements qui se tiennent au collège, vous l'avez dit. On produit du matériel didactique pour les réserves. Et si le collège avait perduré plus longtemps, évidemment, il y en avait des ambitions beaucoup plus grandes. On parlait tantôt du fait qu'il n'y avait pas d'ISBN. Je pense que ce serait venu parce qu'il y avait vraiment cette ambition de servir de presse pour tout le Canada, avec des contacts aux États-Unis aussi. Donc, pour revenir aux étudiants, finalement, les étudiants qui font les illustrations, souvent, ils sont embauchés comme Christine, vous l'aviez été. Hein, c'est un travail, ils sont à la fois étudiants, mais ils ont un travail d'étudiants au sein même du campus, comme on peut le voir aujourd'hui dans les collèges et les universités, des étudiants qui vont travailler à la bibliothèque, par exemple. Mais les presses, donc, embauchaient souvent les étudiants. On pense, par exemple, à l'artiste Édouard Poitras. Édouard Poitras, qui était le premier artiste autochtone à représenter le Canada à la Biennale de Venise. La Biennale de Venise, c'est une grande foire internationale en art contemporain. Donc, Édouard Poitras va être le premier artiste autochtone à représenter le Canada à Venise. Mais avant ça, donc beaucoup plus tôt, il est étudiant au collège, mais il est aussi embauché à l'imprimerie. Donc, c'est souvent au moment où ils sont embauchés, ils ont un contrat à l'imprimerie qui vont participer à l'illustration. Ceci dit, il n'y a pas que les étudiants en art qui vont participer à des projets d'illustration. Donc, c'est vraiment très organique tout ça. Hein? Ce n'est pas réservé aux étudiants du collège. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. J'ai justement mis à l'écran ce qui peut-être est un des premiers livres édités par Thunderbird Press en tant qu'éditeur. Donc, c'est un ouvrage en 3 volumes dirigé par William Craig, The First Peoples in Québec. Là, on parle d'un livre beaucoup plus volumineux. Tantôt, je disais qu'on avait surtout des livres courts, là, ici, donc pas du tout. Là, c'est 3 volumes d'environ 230 pages chacun sur l'histoire des Premières Nations au Québec. Donc ça, un projet, encore une fois, assez ambitieux pour lequel Thunderbird Press a agi vraiment plus comme éditeur et non seulement comme imprimeur, en effet. Et, oui. Il y avait aussi tous ces projets qui ont commencé, mais malheureusement, qui ont peut-être perduré autrement ailleurs, mais au collège, comme le collège a fermé assez tôt en 76, mais il y avait tous ces projets de produire des dictionnaires en langue autochtone, des projets ambitieux majeurs d'une très, très grande envergure, qui ont eu une portée, mais qui auraient pu, évidemment, si le collège avait continué à avoir une portée encore beaucoup plus grande, mais qui ont été un moment vraiment important. Parce que, rappelons-le, toutes ces réalisations-là, c'est en 3 années seulement que voir le jour. Donc, c'est sûr que si on s'imagine que le collège n'avait pas fermé, là, on aurait vraiment été devant une entreprise au long cours très, très, très importante. Déjà que c'est très important et on a seulement 3 ans d'existence du collège Manitou. Pour vos recherches éditantes, vous avez mené des entretiens. Et il y a une citation de l'artiste Innu Sonia Robertson qui m'a particulièrement frappée. Elle dit « Si je suis capable d'imprimer, c'est que j'existe. » Donc, moi, je me dis, l'imprimerie a vraiment joué un rôle fondamental dans l'éveil politique, dans l'affirmation identitaire. Est-ce que c'est quelque chose que vos témoins, que les témoins que vous avez interviewés disent souvent, et là, je pense que Christine, qui est avec nous, pourrait aussi répondre à cette question-là. Est-ce que cette citation de Sonia Robertson, « Si je suis capable d'imprimer, c'est que j'existe », résonne pour vous aussi, Christine? Je n'avais jamais entendu cette citation. Et puis, quand vous m'avez envoyé la liste de questions, j'ai tout de suite pensé à une légende. Ça m'a fait penser à une légende, c'est la légende qui met en vedette Glooskap, qui est le héros culturel des Wabanaki. Et son ennemi, Glooskap, c'est Pukjinsquess, qui est une sorcière. Et Pukjinsquess, à un moment donné, poursuit Glooskap en raquette et elle saute d'un rocher à un autre et sa raquette s'imprime dans le rocher. Donc, elle a imprimé son passage dans le paysage. Et ça m'a fait penser à ça parce que
Probablement parce que j'aime beaucoup les pétroglyphes, qui est la première expression d'imprimerie au monde, les pétroglyphes. Donc, cette légende-là, ça a résonné comme ça pour moi. Bon, je suis capable d'imprimer, c'est que j'existe, bien sûr, mais ça fait dévier ma pensée vers la mythologie, si vous voulez. Oui, mais c'est vraiment passionnant. Edith Anne, est-ce que c'est quelque chose qui revenait souvent, cette réflexion sur l'imprimerie ou peut-être sur l'art en général? Ben, je vous dirais que, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir mener plusieurs entrevues au cours de mon projet de recherche avec d'anciens étudiants et professeurs du collège. Les gens ne m'ont pas dit comme tel, en parlant de l'imprimerie, que l'imprimerie avait été... Bon, tous s'entendaient pour dire que l'imprimerie avait été importante, mais je dirais que ce qui ressort davantage, c'est une impression générale du collège. Mais j'aimerais peut-être un peu situer cette citation, Christine, que vous n'aviez pas entendue, de Sonia Robertson, une artiste inoue contemporaine de Maastricht. En fait, j'ai interviewé Sonia en 2017 dans le cadre d'une exposition, d'une installation qu'elle présentait à Rivière-Rouge. Rivière-Rouge, c'est vraiment pas loin de la Macasa, c'est environ 16 km de la Macasa. Et je préparais un texte à l'époque pour la revue Espace sur la mémoire et la blessure. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai interviewé Sonia. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit si je suis capable d'imprimer, c'est que j'existe. Et je vous explique un petit peu, je vous explique un petit peu son projet, mais brièvement, mais c'est parce que je pense que ce projet-là évoque très bien métaphoriquement l'attitude et le souvenir que gardent les étudiants que j'ai interviewés du collège et de l'imprimerie. Donc, Sonia avait été invitée par Rivière-Rouge, centre d'exposition de la Rivière-Rouge, à présenter une installation là-bas en 2017. Et pour ceux et celles qui connaissent Sonia Robertson, Sonia a une pratique artistique où elle va toujours à la rencontre des lieux, là où elle va exposer, à la rencontre des gens. Donc, les dimensions processuelles de son travail sont vraiment importantes. Et elle recherche toujours justement les présences autochtones actuelles ou parfois un peu oubliées. Alors, quand elle s'est rendue à la Macasa, elle s'est vite rendue compte que le Collège Manitou, c'était un marqueur important, identitaire, territorial, etc. Donc, elle a décidé de s'intéresser à l'histoire du Collège Manitou. Donc, l'exposition qu'elle a présentée à l'époque s'intitulait L'éveil du pouvoir, par référence au film qu'a réalisé René Sioui et Bernard Hervieux, et dont on voit justement qui consacre une part au Collège Manitou, à l'histoire du Collège Manitou. Donc, elle a réalisé cette installation-là et je me permets de vous la décrire brièvement. Ce qu'elle a fait, c'est de colliger des articles de journaux, donc parus dans les journaux courants, sur l'histoire du Collège Manitou. Alors, des articles qui étaient parus dans les années 70 principalement, et elle a constitué une espèce d'archive vivante. Elle a photocopié ces articles et qu'elle a collé sur un piédestal sur lequel elle a réalisé une maquette du collège. Et à partir de cette maquette, elle a tiré des fils de pêche sur lesquels étaient suspendus des fragments d'archives. Alors, elle voyait dans ce travail-là une espèce d'éclatement d'archives. Et ce qu'elle me disait dans cette entrevue où elle a dit cette belle citation, si je suis capable d'imprimer, c'est que j'existe, c'est que justement cet éclatement d'archives était pour elle une façon de faire éclater dans toutes les directions la fierté du collège à partir de ce fragment d'archives. Alors moi, quand elle m'a raconté cette histoire-là, j'ai pensé à un concept de Paul Ricoeur, un beau concept. Paul Ricoeur parle de représentance pour désigner les mémoires individuelles, les mémoires plurielles qui se font à partir de la reconstruction d'une histoire, mais souvent à partir d'un passé oublié ou partiellement oublié, mais dont on préserve les traces. Alors, ce projet-là, cette archive-là et l'imprimerie, c'est aussi ça. Hein? C'est une forme de représentance. Et donc, c'est un très, très beau projet. Et je dirais que le projet de Sonia et cette citation
ça rejoint, ou en tout cas, ça témoigne de ce que les gens m'ont dit sur le collège en général et sur le climat à la fois de fierté qui y régnait, mais aussi d'éveil d'une conscience politique, hein, cette Oui, présence active par l'archive vivante. oui. Et ça, c'est intéressant de mettre en parallèle l'archive vivante reconstituée à partir d'archives documentaires, d'archives imprimées par rapport aux archives orales. Et l'imprimerie Thunderbird, ce qu'elle permet, c'est justement de constituer une archive euh, physique, une archive matérielle. Et la question des archives du Collège Manitou est un peu complexe parce que ça me semble assez éparpillé, hein, ces archives-là. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin de webinaire ou dans la période de questions. Mais j'aimerais revenir à Christine pour savoir pour vous, comme élève, quand vous étiez au Collège Manitou ou comme employé de l'imprimerie, qu'est-ce que ça représentait pour vous et pour vos collègues de disposer d'une imprimerie? Quelle possibilité cela offrait-il en matière d'expression artistique ou de développement professionnel? Parce que vous-même, vous avez eu une carrière par la suite comme artiste, comme écrivaine, mais avant ça, vous avez aussi travaillé dans des revues, dans des imprimeries. Donc, qu'est-ce que ça a pu représenter d'évoluer dans un milieu où il y avait une imprimerie à votre disposition, finalement? Oh, c'était très important parce que c'est là qu'on imprimait les histoires que les étudiants collectionnaient dans leur communauté, comme ce petit livre, ça s'appelle Indian Legend Book. Et je suis sûre que ce sont des étudiants qui ont collectionné des légendes. Et puis un autre petit livre aussi où on peut lire des histoires qui sont arrivées, des histoires surnaturelles qui sont arrivées dans les communautés. Et puis, on publiait aussi les poèmes qu'on écrivait. On imprimait les illustrations qu'on faisait. Donc, c'était... et je vais parler de ma sœur parce que, avec une petite anecdote, l'imprimerie, c'était très important pour elle. C'était vraiment une passion. Et un jour, il y a un aîné qui est venu donner une conférence. Et lui, il ne jurait que par la tradition orale. Il n'aimait pas les produits imprimés. Alors, Monique, tout de suite après la conférence, est allée le chercher et l'a amené à l'imprimerie. Elle lui a montré, regardez ce qu'on fait et comme c'est important d'avoir une imprimerie pour les étudiants, pour les communautés. Elle ne voulait pas rire de lui parce qu'elle respectait beaucoup les aînés, mais c'était tellement important qu'elle voulait lui révéler comment l'imprimerie allait changer notre monde. Ça me semble justement une particularité des programmes de Manitou de vouloir inscrire la culture autochtone dans la technologie, les plus récentes technologies de l'époque, hein, avec tous les cours en photographie, en vidéo, en production vidéo, en imprimerie. Il n'était pas du tout question de limiter l'expression de la culture autochtone à des éléments plus traditionnels, par exemple, hein. Et l'imprimerie, j'ai l'impression que ça faisait partie de cette démarche-là. Tout à fait. En fait, aussi, ce que plusieurs ont dit, c'est que l'idée de la continuité culturelle s'inscrivait dans la rencontre, mais en fait, c'est vraiment ce que tu dis, ce que vous dites, Marie-Hélène, que la rencontre entre toutes les cultures traditionnelles et tous les moyens technologiques pour assurer une reprise, une reconnexion, puis une continuité culturelle dans l'enseignement, puis pour les prochaines générations. Mm-hmm. Mais on avait notre côté traditionnel parce qu'il y avait... des cours avec René Bénédicte sur la spiritualité, par exemple. Et puis, alors des danses. Lui, c'était un professeur qui avait plein de talents, dont celui de danser. C'était un très bon danseur. Donc, il faisait des démonstrations. Et c'est ça, on avait notre côté traditionnel, si vous voulez, mais aussi tout le développement des aspects modernes de la vie.
Oui, de la technologie. un amalgame de tradition et de modernité. Oui, Donc, je disais tout à l'heure, le collège, ça a duré 3 ans. C'est une existence assez éphémère. Et là, on est déjà rendu à boucler la boucle et pour voir dans les circonstances dans lesquelles le collège s'est terminé. Donc, c'était vraiment une aventure extraordinaire. On le voit avec le témoignage de Christine, avec ce qu'Edith Anne raconte de toute l'expression de la culture artistique. Qu'est-ce qui fait qu'une si belle initiative, de notre point de vue aujourd'hui, se soit terminée? Comment ça se fait que le collège a été fermé en 1976 ou en fait peut-être au tout début de 1977? Et qu'est-ce qu'on sait des circonstances de fermeture du collège? Je ne sais pas si Emmanuel, vous vouliez répondre. Mais c'est une question complexe et délicate. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premiers mois de son existence, le collège Manitou était déficitaire. Comme on a mentionné tantôt, c'était des installations gigantesques et qui étaient très coûteuses, tant au niveau de l'entretien que du chauffage, et c'est une période inflationniste en plus, donc c'était extrêmement cher. Et donc, tout le modèle financier de Manitou, donc tout le contexte qui avait été mis en place par le gouvernement et que le gouvernement tire un peu les ficelles, était problématique. Donc, en 75, il y a eu plusieurs rapports pour la défense parce qu'au niveau des résultats et de l'efficacité des modes d'enseignement à Manitou, ça a été prouvé, dit, redit, témoigné. Mais il y avait toujours la menace qui planait sur le mode de financement. En 75, il y a eu un rapport de révision du projet Manitou qui estimait les besoins financiers à 1,9 million, alors que la subvention fédérale, puis il y avait d'autres modes de subvention, mais qui était vraiment la principale, était de 865 000. Donc, dès le départ, c'était toujours un casse-tête pour essayer de boucler l'année, donc que ce soit avec des petits revenus d'appoint du provincial ou aller solliciter des sollicitations extérieures mais c'était un problème et 80% du budget allait à l'entretien, à la maintenance des infrastructures qui étaient vieillissantes. Donc, on avait besoin d'une indexation substantielle, mais en fait, ce qu'on voyait, c'était le contraire qui est en train de s'opérer au niveau de la subvention. Aussi, le programme de subvention d'éducation culturelle était un programme qui était un petit peu, qui était une mise en commun de ces fonds-là. Donc, c'est sûr que avec l'adoption de la Convention de la baie James et le retrait de la nation inuit, le projet est encore plus fragilisé, mais il était précaire depuis le début. Donc, il y a eu, comme je parlais tout à l'heure, l'augmentation de la hausse du prix du pétrole décrétée par l'OPE. Et donc, à partir dès le départ, ça a toujours été un problème, mais à partir de 75, en plus, on s'est mis à annoncer la fin du financement quinquennal des centres d'éducation culturelle. On a réussi à négocier pour avoir quelques extensions, avoir toujours un peu plus de subventions, mais qui étaient toujours à la baisse, revues à la baisse, revues à la baisse. Et donc, le collège était sous pression constante. Ajouté à ça, mais je pense que c'est pas non plus étranger à ça, une crise politique interne. Donc, en fait, tout était sous pression. On arrive à la démission du deuxième directeur, démission de la directrice adjointe, du contrôleur, de la directrice académique. Donc, l'intervention des instances extérieures, du ministère de la Santé, de la Sûreté du Québec, etc. Et donc, le 4 décembre, le CA de Manitou se réunit pour discuter de l'hémorragie budgétaire, discuter d'un budget d'austérité, discuter des dettes accumulées, du gel du compte de banque, du manque de liquidité, des pressions internes, etc. Et on en arrive à prendre la décision de suspendre les activités de Manitou. C'est comme si le gouvernement avait mis en place et a contribué à mettre en place un contexte qui a fait en sorte que les Premières Nations, les Autochtones, ont dû avoir l'odieux de mettre la clé dans la porte, mais faute de choix. Et donc, et ça, au-delà de la crise politique et de la crise économique, ce qu'on en comprend aussi, c'est que l'émergence d'un nouveau leadership autochtone et d'un éveil, comme on a parlé tout à l'heure, d'un éveil autochtone, commençait à faire peur, commençait à faire craindre. Il y avait les Jeux olympiques qui s'en venaient, il y avait la montée du Red Power de l'autre côté des frontières. Et donc, ce que plusieurs en disent, et la version officieuse, c'est qu'en fait, on aurait eu peur de qu'est-ce qu'aurait pu donner Manitou, en fait. Donc, on s'est arrangé justement pour
pour que Manitou ferme sans avoir à le faire, mais en tirant sur des cordes qui faisaient qu'on accule au pied du mur et puis on doit fermer. Et puis, comme on disait tout à l'heure par rapport aux archives, la corporation de Manitou a été dissoute en 96, donc 20 ans plus tard, ce qui laisse présager qu'il restait un espoir pendant plusieurs années, malgré le transfert des étudiants dans les collèges associés. Je voudrais juste peut-être dire, c'est une histoire qui est épouvantable parce que c'est comme si on empêchait exactement l'éveil qui est en train de se faire, qui est parallèlement à la Révolution tranquille du Québec. On était vraiment dans un mouvement d'essor puis de possibilités multiples, des plans à long terme, comme parlait Edith Anne, qu'on a comme essayé d'étouffer. Mais que malgré tout, malgré que ça a duré seulement 3 ans, on a eu vraiment l'essor d'un nouveau leadership autochtone qui a eu, donc Manitou, malgré que ça a été seulement 3 ans, a eu un effet percutant sur la suite des choses. Et peut-être mentionner que plusieurs anciens étudiants, principalement une ancienne étudiante, mais avec l'appui des communautés, des chefs, de plusieurs chefs qui étaient des anciens de Manitou et aussi, ont réussi à créer en 2011 l'institution Kiuna, qui est vraiment liée à l'histoire de Manitou et qui diplôme des centaines d'étudiants de nos jours au Québec, des étudiants autochtones, sur un modèle un peu différent et surtout dans un contexte de financement et un contexte politique vraiment différent. Et je pense qu'on n'a pas terminé de comprendre toutes les ramifications du Collège Manitou, de son imprimerie Thunderbird Press, de toutes les influences et des répercussions que la production de livres ou d'imprimés sur le campus de Manitou a eu sur le militantisme autochtone, sur la littérature autochtone, sur l'art et sur les trajectoires de personnes autochtones qui ont fréquenté le Collège Manitou. Je remercie chaleureusement les participantes, Christine Siwi Wawanoloat, Edith Anne Pajot, Emmanuel Dufour. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. So this is the end of the first part of the webinar. It is now time to switch to the live Q&A session on Zoom. You can access the Zoom call with the link provided by email. Christine, Emmanuel, Edith Anne, and myself will be there waiting for your questions. Thank you everyone for attending this webinar.